Nyama washa sinyinano oberie oberie Nyama washa sinyinano oberie
washa sinyinano, oh baby. Niema washa sinyinano, baby. Fawakoma mami all day, fawakoma mami, fawakoma mami emidie. Sadi wakoma mami ameya wapedia mountain na. Eya no kwaya sem so doni wan jonye crab. Wumpa me nubi wunti me rape shabutari. Fawasanya masem na fawakoma mami da. Fawakoma mami oh. Fawakoma mami oh. Fawakoma mami oh. Fawakoma mami oh day, fawakoma mami, fawakoma mami oh mi die. Sadi wakoma mami ameya wapedia mountain na. Eya ne kwara samse odoni wanchonya kra. Womo pa mi nubi wunti me rabe shabutar. Ma wasem masem na fawakoma mami da. Wo de yane me intia krokome. 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 For you, all for you, it's all for you. I dey wait to you, mama. I dey wait to you, papa. I dey wait to you, mama. Oh, all for you, it's all for you. All for you, Ghana, all for you, La France, all for you. I dey wait to you, mama. I dey wait to you, papa. I dey wait to you, mama. Oh, all for you. I dey wait to you, mama. I dey wait to you, papa. I dey wait to you, mama. All for you, all for you. Oh, it's all for you, all for you. Ghana, all for you, all for you, all for you, all for you. It's all for you. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, veuillez pour l'entrée des autorités académiques. Mesdames et messieurs, Christine Naud-Leduc, présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Nous sommes en ce lundi 10 octobre 2022, réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour remettre à son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, les insignes du doctorat honoris causa. Monsieur Christophe Kahero, recteur de la région académique Île-de-France, chancelier des universités et recteur de l'Académie de Paris, va tout d'abord prononcer un mot d'accueil. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres distingués de la délégation ghanéenne, Madame la Présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Université, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers étudiants. Soyez les bienvenus en Sorbonne. Monsieur le Président de la République, votre présence ici, dans ce lieu où depuis près de 10 siècles la pensée française vit et s'anime, est un immense honneur pour notre communauté universitaire. Je suis fier et heureux de vous accueillir ici pour cette cérémonie solennelle dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, arborant les couleurs du Ghana. Ces drapeaux célèbrent l'amitié de nos deux pays dans un lieu symbolique. Depuis sa création, l'université est pensée comme un lieu international et ouvert, car c'est dans la confrontation pacifique des idées et des cultures que la vie intellectuelle se façonne et grandit. Au XIe siècle, Paris et le quartier latin sont déjà des laboratoires où se croisent les savants des premières universités européennes, Bologne, Parme, Modène ou encore Oxford, où vous avez étudié quelques années. Aujourd'hui, les échanges se sont développés avec le monde entier et la tradition perdure. L'université favorise les rencontres entre les étudiants et les grands esprits de leur temps. Créé en France en 1918, le très prestigieux doctorat honoris causa distingue ceux qui ont rendu des services éminents à la société, moins par leurs compétences académiques que par leurs réalisations personnelles.
Les insignes qui vous seront remis sont un témoignage de la reconnaissance de la communauté universitaire française pour vos accomplissements. Ils symbolisent aussi notre profond désir de renforcer les liens entre nos deux pays ainsi qu'avec les élèves et les professeurs ghanéens. Il ne m'appartient pas de parler davantage, sinon pour vous dire une fois encore l'immense honneur que vous nous faites en acceptant cette distinction. Les historiens, Madame Anne Hugon et Monsieur François Chausson, prononceront votre laudatio après une allocution de Madame la présidente de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Christine Néau-Le-Duc. Je cède à présent la parole à Madame la ministre chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci beaucoup. Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, docteur en médecine. Elle a également été rapporteure du Parlement européen pour la nouvelle stratégie Union européenne-Afrique et participé à favoriser cette collaboration rayonnante et grandissante. Nous allons écouter maintenant le discours de Madame la ministre. Monsieur le Président de la République du Ghana, Madame la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana, Madame l'ambassadrice du Ghana, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices, Monsieur le recteur, Madame la présidente de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, maîtres et maîtresses de conférences, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, quel honneur de vous retrouver ici dans ce magnifique grand amphithéâtre de la Sorbonne. Quel plaisir de s'y retrouver, surtout pour la remise des insignes de Dr honoris causa au président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo. C'est une grande fierté pour moi de représenter le président de la République aujourd'hui. Nous sommes ici à la Sorbonne dans un temple du savoir, de la culture et du débat. Dans des murs où tant de grandes idées et visions ont résonné, dans le cœur battant d'une jeunesse ouverte et éclairée. Monsieur le Président, je trouve que ces lieux vous correspondent particulièrement bien. Vous, qui êtes un homme de culture et des idées, vous qui aimez profondément la jeunesse, vous êtes ici, chez vous. En vous célébrant aujourd'hui, on célèbre un dirigeant qui aura transformé le Ghana et marqué l'Afrique. Vous êtes tout d'abord un dirigeant qui aura marqué votre pays, le Ghana. Votre pays, vous en êtes si fier, Monsieur le Président. Vous le montrez à chacun de vos interlocuteurs. Vous êtes fier de son hospitalité et de sa jeunesse débordante d'énergie. Vous êtes fier de ces artistes et de cette musique sur laquelle vous aimez tant danser depuis votre plus jeune âge, paraît-il. Vous êtes fier de ces sportifs et notamment de son équipe des Black Stars qui disputera bientôt la Coupe du monde de football. Et vous êtes surtout fier du modèle qui incarne votre pays aujourd'hui. Grâce à vous, le Ghana est une démocratie vivante, un pays qui entretient d'excellentes relations avec ses voisins.
et un pays qui veut se renforcer durablement en suivant votre projet Ghana Beyond Aid. Je me rappelle notamment de ces moments au début de la crise sanitaire où les vaccins suscitaient le doute et la méfiance. Vous avez fait le choix de montrer l'exemple en vous faisant vacciner avec votre épouse devant les caméras avec une dose de vaccin livrée par COVAX. Et je me rappelle aussi de notre combat commun pour que l'Afrique ait le même accès aux vaccins que le reste du monde et se dote de ses propres capacités de production. Monsieur le Président, vous êtes un grand dirigeant du Ghana, mais aussi une grande voix du continent africain. Tout comme le fondateur de votre nation, dont Kwame Nkrumah est votre propre père, vous êtes un authentique panafricain, engagé pour l'unité et le développement du continent. Je me souviens encore de notre première rencontre à l'Élysée, en 2019, à l'invitation du président de la République, au cours d'un événement autour des diasporas qui réunissait nos deux pays. Je me souviens notamment de vos mots forts et visionnaires pour demander aux pays africains de prendre leur destinée en main, de tracer leur propre chemin vers le développement. Je me souviens aussi de votre volonté visionnaire, elle aussi, de construire un partenariat d'égal à égal et mutuellement bénéfique entre l'Afrique et l'Europe. Une volonté qui faisait magnifiquement écho à celle exprimée à cette même tribune de la Sorbonne fin 2017 par le président de la République Emmanuel Macron. Et je tiens à dire personnellement, Monsieur le Président, que je partage pleinement cette vision et que je suis très fière aujourd'hui de la mettre en œuvre. En vous célébrant aujourd'hui, on célèbre aussi un fervent défenseur de la paix et du droit international. Votre sagesse, votre hauteur de vue, votre capacité d'apaisement et vos talents d'avocat font de vous une voix précieuse au service de ces valeurs universalistes. Défendre la paix et les droits, vous le faites au niveau régional, tout d'abord. Les défis ne manquent pas, notamment au Sahel, où la menace terroriste ne cesse de s'attendre. Vous endossez régulièrement le rôle de médiateur grâce notamment à vos excellentes relations avec vos voisins. Ces dernières années, malgré les troubles, vous avez ardemment défendu la coopération régionale, tout d'abord à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le cadre de l'initiative d'Accra. Défendre la paix et les droits, vous le faites aussi au niveau mondial. Cet engagement, nous l'avons vu face à l'agression russe en Ukraine, qui redouble aujourd'hui encore de brutalité. Dès les premiers jours du conflit, vous avez su prendre des positions fortes, courageuses et fermes pour condamner cette violation du droit international et défendre la souveraineté ukrainienne. Malgré les pressions et intimidations, vous n'avez jamais dévié de cette ligne. Et cette position, vous l'avez encore répétée il y a 2 semaines à la tribune des Nations Unies en soulignant les conséquences insupportables de cette agression pour le continent africain. Alors, Monsieur le Président, dans un monde en proie à la brutalité et au repli, c'est avec une fierté particulière que nous honorons un pacifiste comme vous. En vous célébrant aujourd'hui, Monsieur le Président, nous célébrons aussi un grand ami de la France. Vous le savez, vous et moi, nous avons un point commun. Nous avons choisi la France.
Après avoir été un brillant étudiant au Royaume-Uni, vous vouliez renforcer votre culture française et francophone. Et vous êtes donc venu exercer votre métier d'avocat en France, à Paris. Et je crois pouvoir dire que vous êtes tombé amoureux de notre pays. La vie parisienne, vous l'avez pleinement vécue. Comme vous le dites parfois, vous travaillez en anglais et viviez en français. Aujourd'hui encore, vous êtes à la fois francophone et francophile. Vous aimez notre architecture et notre patrimoine, particulièrement celui de ces quartiers de la Sorbonne où vous avez vécu. Vous avez aussi, m'ont-on dit, un intérêt prononcé pour notre gastronomie. Et vous êtes pour beaucoup aussi dans les rapprochements entre nos deux pays. Dès 2006, en tant que ministre, vous avez fait du Ghana un des seuls pays qui prend part au Commonwealth et à la francophonie. Comme le président de la République, vous avez compris que la francophonie pouvait être un formidable outil pour vous rapprocher de vos voisins francophones. Et toute la communauté française du Ghana garde un souvenir fort de votre venue au 14 juillet dernier et de votre ode à l'amitié franco-ghanéenne prononcée en français. Et nous sommes fiers, avec le président de la République, de vous avoir comme ami et comme partenaire. Avec notre formidable ex-ambassadrice au Ghana, Madame Anne-Sophie Ave, que vous connaissez bien, et votre ambassadrice, Madame Anna Bosman, nos deux pays ont fait de grands pas l'un vers l'autre depuis 5 ans. Notre relation avec le Ghana, pays anglophone, est devenue un symbole fort de notre nouveau partenariat avec le continent africain, dont nous embrassons toute la diversité. Et avec vous, Monsieur le Président, nous savons que nous voulons aller dans la même direction. Comme vous, nous sommes attachés à agir avec les pays africains pour renforcer leurs capacités et leur souveraineté. Comme vous, nous sommes attachés à la construction d'un axe euro-africain qui doit peser de tout ce point dans le monde actuel. Comme vous, nous voulons renforcer les liens entre nos jeunesses par la culture, l'entrepreneuriat, l'art ou encore le sport. Et je me félicite en ces lieux symboliques de voir les liens entre nos universités se développer et aussi. Cette université, Monsieur le Président, la Sorbonne, on aurait 4 grands dirigeants africains avec vous. Il y a eu votre compatriote, Kofi Annan. Il y a eu le Sénégalais Abdou Diouf et l'Égyptien Ibrahim Chihata. Il y a eu l'un de vos modèles, le grand Nelson Mandela. Désormais, il y aura aussi un 5e grand nom sous les murs de la Sorbonne, Monsieur Nana Akufo-Addo. Et je finirai en formulant un vœu plein d'espoir. C'est que grâce à vous, à ce que vous représentez, et grâce à notre action commune, de nombreux autres jeunes Africains seront formés ici. J'espère que des autres grands dirigeants africains, mais aussi des chercheurs, des universitaires, des acteurs de la société civile, des femmes aussi seront honorés à leur tour. Car oui, Monsieur le Président, chère Nana, je suis très heureuse que par vous aujourd'hui, on célèbre le plus beau visage de l'Afrique. Mais je suis surtout très fière qu'avec vous, on construise ensemble l'Afrique et l'Europe de demain. Je vous remercie.
L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est spécialisée dans le domaine des sciences humaines et sociales, est présidée depuis 2021 par Madame Christine No-Le-Duc, professeure en droit privé. Nous allons maintenant écouter l'allocution de la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Monsieur le Président de la République du Ghana, Madame la Ministre chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Recteur de l'Académie de Paris, Chancelier des universités, Madame la maire du 5e arrondissement de Paris, Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents honoraires de l'université, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Vous accueillir ici, Mesdames et Messieurs, est un honneur incommensurable. Ici, dans l'antre des savoirs, dans un bâtiment, dans une institution connue dans le monde entier depuis le XIIIe siècle. Nous sommes aujourd'hui dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Devant moi, les représentations de Rollin, Pascal, Descartes, Lavoisier, Richelieu et bien sûr Robert de Sorbon, fondateur de notre belle université. Et derrière moi, une œuvre monumentale représentant le bois sacré de la connaissance, peinte par Pierre Puvis de Chavannes et mettant à l'honneur les disciplines enseignées en ces murs. Nous sommes donc au cœur de ce qui symbolise l'université française à travers le monde. Et c'est avec fierté que notre université a choisi d'organiser cette cérémonie en l'honneur de Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. En tant que présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je souhaite bien évidemment vous parler de notre université. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une université spécialisée en sciences humaines et sociales. Chaque année, nous accueillons 45 000 étudiants dans des formations disciplinaires, en droit, en sciences politiques, en économie, en géographie, mathématiques, histoire, histoire de l'art, archéologie, philosophie, art, gestion, mais aussi dans des formations interdisciplinaires, que ce soit par le biais de nos doubles diplômes ou de nos instituts de formation en tourisme, démographie ou développement. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est également près de 40 excellents laboratoires de recherche, plus de 1200 enseignants-chercheurs de très grande qualité et bien évidemment des équipes administratives dévouées. Depuis 2017, nous avons projeté pleinement notre action à l'échelle européenne à partir de partenariats forts que nous avons décidé de renforcer. Ainsi, la construction des universités européennes, à l'initiative de la France, nous a permis de créer avec nos partenaires UNA Europa. UNA Europa est une alliance permettant des projets communs entre des universités, des établissements parmi les plus prestigieux à l'échelle du continent. L'Université de Leiden, KU Leuven, l'Université de Bologne, la Jagellonne de Cracovie, la Freie Universität de Berlin, la Complutense de Madrid, les universités de Zurich, d'Édimbourg, d'Helsinki et l'University College of Dublin. Ce projet est porteur de réponses interdisciplinaires aux enjeux sociétaux du monde d'aujourd'hui et de demain, aussi bien en recherche qu'en matière de formation. J'en profite ici pour remercier nos étudiants ambassadeurs UNA Europa, mobilisés aujourd'hui pour l'organisation de cet événement. Mais revenons à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Notre communauté universitaire de presque 50 000 personnes est en quelque sorte une ruche. Elle construit des projets, elle avance avec son temps et elle noue des partenariats, elle développe des stratégies, elle est animée par des débats. Mais avant tout, elle avance avec pour seul objectif en ligne de mire le développement d'une pensée critique, indispensable au monde dans lequel nous vivons. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une communauté, le nœud de nombreux partenariats, je viens de le dire, mais qui ne serait rien sans les valeurs sur lesquelles elle repose. L'histoire de notre établissement, l'histoire de la Sorbonne depuis son origine prestigieuse, est surtout un symbole riche de valeurs, fortes et immuables, qui guident nos décisions collectives et notre trajectoire.
Les universités ne sont pas des acteurs en dehors de la société. Elles ne sont pas au-dessus d'un monde qu'elles observeraient, qu'elles regarderaient, qu'elles analyseraient à travers un microscope. De même, elles ne sont pas seulement une machine à former des étudiants ou à produire des savoirs. Les universités incarnent avant tout un symbole. Elles incarnent l'ouverture, le progrès, l'universalité et la liberté. J'aimerais m'arrêter un instant sur ces deux dernières valeurs. L'universalité d'abord. Ce que nous bâtissons s'adresse au plus grand nombre. Nos formations, je le disais à l'instant, accueillent toujours plus d'étudiants. Notre recherche s'ouvre et se diffuse de plus en plus largement. Nos partenariats s'enrichissent. Nous sommes ainsi présents dans de nombreux pays et nous continuons, avec nos homologues universitaires étrangers, à tisser des liens forts et respectueux, liens qui nous enrichissent mutuellement. Et c'est particulièrement le cas avec les universités africaines. L'universalité est aussi un combat de chaque instant contre toute forme de discrimination, qu'elle soit sociale, ethnique ou encore de genre. Les sciences humaines et sociales sont par essence universelles. Ce mot, cette valeur, guide nos actions en matière de vie étudiante, de recherche, d'ouverture internationale, mais aussi au sein de nos formations. Paris 1, Panthéon-Sorbonne, par exemple, a été l'une des premières universités à mettre en place un parcours pour l'accueil d'étudiants réfugiés ou déplacés, et ce dès 2014. Nous intégrons également chaque année plusieurs collègues universitaires étrangers en danger, via le projet national d'accueil en urgence des scientifiques en exil. L'universalité dans nos actions n'a pas de frontières et le travail que nous menons pour la reconnaissance de la parole scientifique à travers le monde est fondamental à ce titre. Et je sais que ce combat est partagé par de très nombreuses universités et universitaires autour de la planète. La liberté ensuite. Personnellement, je suis extrêmement attachée à cette valeur. Si j'ai choisi d'être universitaire, de dédier ma carrière au service public, c'est essentiellement pour la liberté que m'offrait ce métier. Ce fut mon choix, mais je sais que c'est aussi celui de mes collègues. Ce que représentent les universités, ce que permettent les universités, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté de débattre, de confronter les opinions, la liberté de recherche, confèrent à nos institutions un rôle majeur dans le monde actuel. La recherche, la science et l'enseignement, avec détermination et ambition, constituent l'un des plus beaux biens communs dont nous disposons pour lutter contre l'ignorance. Condorcet le disait déjà en 1792, un pouvoir qui interdirait d'enseigner une opinion contraire à celle qui a servi de fondement aux lois établies attaquerait directement la liberté de penser, contredirait le but de toute institution sociale, le perfectionnement des lois, suite nécessaire du combat des opinions et du progrès des Lumières. La société, plus encore à notre époque, a besoin de l'université pour servir le progrès universel et la liberté. C'est donc en s'appuyant sur ces deux valeurs socles que représentent pour Paris 1, Panthéon-Sorbonne, la liberté et l'universalité, que le conseil d'administration de notre université a fait le choix, il y a quelques mois, d'attribuer un doctorat honoris causa à M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, qui a accepté de le recevoir, et je le remercie de l'honneur qu'il nous fait. S'il n'est pas dans mes attributions cet après-midi d'évoquer votre parcours et votre action, Monsieur le Président, mes collègues Anne Hugon et François Chausson le feront dans quelques minutes, je dirai quelques mots de ce que représente le doctorat honoris causa. On en retrouve les premières manifestations de ce rite universitaire, considéré comme ancestral, au XVIIIe siècle, en Angleterre. Pour autant, il ne sera délivré en France que dans la première moitié du XXe siècle, après le voyage d'une délégation française aux États-Unis. C'est un lien sans doute encore entre la culture anglophone et la culture francophone. En effet, au cours d'une mission universitaire des universitaires français, présidée par le garde des Sceaux, Viviani et le maréchal Joffre, honorés à leur arrivée de manière particulière, les universitaires français découvrirent l'usage des universitaires américains de conférer un titre honorifique de docteur, grade universitaire le plus élevé.
Dès lors, le gouvernement français, en juin 1918, par décret, permettait ainsi aux universités de délivrer le doctorat honoris causa aux personnalités étrangères qui, quel que soit leur parcours académique, honorent les valeurs de l'université de par leurs actions, leur dévouement dans le cadre de leurs fonctions notamment. Un siècle après, Monsieur le Président, vous êtes donc le 69e récipiendaire de ce titre pour notre université, aux côtés de Kofi Annan, Nelson Mandela, Ban Ki-moon, Amartya Sen, Jesine Swan ou encore Pablo Picasso. Je m'en tiendrai à ces mots. Vous laisserez ainsi une trace dans l'histoire de notre université parmi ces hommes et ces femmes illustres. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment lors de cette belle cérémonie qui n'aurait pu se tenir sans l'investissement de toutes les équipes de Paris 1, du rectorat et des services de l'État que je tiens à remercier. Merci infiniment à tous. Nous allons à présent, avant les éloges et la remise des insignes, faire place à Tchétchékou et ses musiciens, artistes ghanéens qui, le temps d'un interlude musical, célébreront le patrimoine musical ghanéen d'autrefois et les évolutions des tendances modernes entre un style folk et le rythme urbain ouest-africain, en l'honneur du président de la République du Ghana, son Excellence, Monsieur Akufo-Addo. Salut à tout le monde. Est-ce que ça va? Je voudrais vous souhaiter bienvenue à la Sorbonne et aussi pour vous inviter à visiter le Ghana si vous avez jamais été. Parce que au Ghana, je crois que là, on a la meilleure musique. Je vais jouer deux morceaux. Un morceau que j'ai bien de comprendre que le président du Ghana aime beaucoup. Et puis, un autre morceau qui est bien aimé au Ghana. Avec moi aujourd'hui, c'est M. Fred Ford, aux percussions. Et heureusement que moi, je suis un Ghanéen, mais un musicien qui parle français quand même. Maintenant, pour le Ghanéen qui ne comprend pas le français, je vais parler en anglais. Ghana for Fiana. I'd like to say a very big welcome to you. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Merci de votre participation à cette cérémonie aujourd'hui à la Sorbonne. J'aimerais jouer deux morceaux musicaux. Un qui est très apprécié du président du Ghana, M. Akufo-Addo, et un morceau bien connu au Ghana. Donc avec moi, M. Fred Ford de France. Asem papa bia matene se jonyame dioye. Asem papa ba matene se nananyame dioye. Oh yeah, ampa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Asem papa bia matene se jonyame dioye. Asem papa bia matene se nananyame dioye. Oh yeah, oh yeah, ampa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Me cry your roses and nananya made you, yeah. Oh yeah, oh yeah, ampa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Me cry your roses and nananya made you, yeah. Oh yeah, oh yeah, ampa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
yeah, Ganani. Ma weninji sau frigana. Ma weninji sau, yeah, Ganani. Gana ya deshima. Yawa huto wa maimo. Gano, Gano. Say Gano, Gano, Gano. Yawana na wa maimo. Navieshra Gano. Say Gano. Ma weninji sau frigana. Ma weninji sau Ganani. Ma weninji sau frigana. Ma weninji sau Ganani. Gana ya dishimano. Yawa huto wa maimo. Yawa nije wa maimo. Se nanenya mieshra Gano. Say Gano. Ma weninji sau frigana. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est Madame Anne Hugon, historienne et maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut des mondes africains et spécialiste de l'histoire du Ghana au 19e et 20e siècle, qui va maintenant prononcer l'éloge de la République du Ghana, honorée aujourd'hui par la remise des insignes du doctorat honoris causa au président de la République du Ghana. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités et membres du public, c'est à la fois pour moi un grand honneur, une réelle émotion et un défi que de prononcer devant vous l'éloge du Ghana, ce pays qui m'est si cher et auquel j'ai consacré ma vie professionnelle et scientifique d'historienne, et ce depuis plus de 30 ans. En effet, à travers vous, Monsieur le Président, c'est également tout un pays qui est honoré à l'occasion de cette cérémonie. C'est un défi parce que parmi vous, à qui je m'adresse aujourd'hui, certains et certaines, et notamment Monsieur le Président du Ghana, connaissent fort bien ce pays et son histoire. À vrai dire, beaucoup mieux que moi. En revanche, j'ai eu maintes fois l'occasion de constater que le public français n'est pas très familier de ce pays. Et c'est à ce double public, inégalement informé, que je m'adresse pour cet éloge d'un pays longtemps connu sous le nom de Gold Coast et devenu le Ghana, voici 65 ans. Je commencerai par dire ce que le Ghana n'est pas, ou pas seulement. Non, le Ghana n'est pas seulement un réservoir de joueurs de football aux talents exceptionnels, devenus membres d'équipes françaises ou de l'équipe de France, pour le plus grand bonheur des supporters, ceci depuis le recrutement d'Abedi Pelé il y a 30 ans.
Ce n'est pas seulement un pays anglophone, encerclé, voire cerné par des pays francophones, pour des raisons liées à la géographie et à l'histoire de la colonisation. C'est aussi un pays où l'on parle plus de 80 langues et chacune d'entre elles a ses mots pour dire l'hospitalité qui est une marque du pays. Enfin, ce n'est pas seulement un petit pays, car si sa superficie n'est pas impressionnante, elle est comparable à celle du Royaume-Uni par exemple, on peut dire que, comme les besaces magiques des contes de fées de notre enfance, le Ghana est un pays petit à l'extérieur, mais grand à l'intérieur. Il est grand par la vigueur de sa croissance démographique, qui a fait passer sa population de moins de 4 millions au lendemain de la Première Guerre mondiale à plus de 31 millions aujourd'hui. Il est grand par la diversité de ses cultures et de ses expressions artistiques et intellectuelles. Enfin, il est grand par son passé, sur lequel je reviendrai, mais peut-être plus encore par son rapport à ce passé. En effet, la culture akan du Ghana se caractérise par un rapport à l'histoire qui ne peut que ravir les historiens et historiennes. Ce rapport au passé porte un nom, Sankofa, un terme formé de 3 verbes et qui signifie aller chercher et revenir. Sankofa est symbolisé par un oiseau dont les pattes indiquent qu'il va de l'avant, mais dont la tête est tournée vers l'arrière et qui rapporte dans son bec un œuf. Tout est dit dans cette double attitude. Regarder le passé, savoir y sélectionner ce qui est précieux, permet de se projeter vers l'avenir. Le passé recèle des trésors qu'il faut savoir aller quérir pour les intégrer au futur. Il existe un proverbe pour accompagner ce symbole. Ce proverbe dit « Il n'est pas interdit d'aller chercher ce qu'on a laissé derrière soi ». En d'autres termes, il n'y a pas de mal à apprendre du passé, pour peu que l'on sache en rapporter des éléments utiles et pertinents. Comment dès lors ne pas souscrire à la philosophie akan, qui soutient que la marche vers l'avant se fonde sur une connaissance dynamique et critique du passé. Ce passé, c'est bien sûr la grandeur et la splendeur de l'Empire Ashanti, l'un des États guerriers les plus puissants et les plus sophistiqués du golfe de Guinée entre le XVIIe et le XIXe siècle. C'est aussi, au XXe siècle, la première nation d'Afrique subsaharienne à gagner son indépendance, dès 1957. Une indépendance, certes, négociée avec les Britanniques, mais obtenue de haute lutte. À ce sujet, comment ne pas mentionner Edward Akufo-Addo, le propre père du président Akufo-Addo, qui a fait partie des militants mobilisés pour l'indépendance de leur pays et emprisonné pour cette raison en 1948. Peut-être comprendrez-vous que j'ai évoqué mon émotion au début de cette allocution, lorsque je vous dirai que dans les cours que je dispense à la Sorbonne, dans ces murs, je projette régulièrement une photo du groupe dit des Big Six. C'est le nom donné au groupe des 6 principaux militants de l'indépendance de la Gold Coast, lesquels, outre Kwame Nkrumah, qui deviendra le premier chef d'État du Ghana indépendant, comprennent non seulement le père, mais encore le grand-oncle et l'oncle maternel du président Nana Akufo-Addo. En étant le premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne, le Ghana devient à la fin des années 1950 la Black Star of Africa, l'étoile noire de l'Afrique, étoile noire qui figure sur le drapeau ghanéen, le drapeau de la nouvelle nation, et qui doit, en brillant au firmament, tel un phare, mener à l'indépendance tous les pays du continent africain. Les années 1957-1963 sont des années de bouillonnement. Sous l'égide de Kwame Nkrumah, qui est encore à l'époque un leader charismatique et populaire. Des années où Accra est une capitale à la fois panafricaine et cosmopolite, un laboratoire politique où s'inventent de nouveaux possibles pour le pays, mais aussi pour tout le continent.
Des années de modernisation technique, doublées d'une intense créativité culturelle, où la jeune université de Legon se dote, dans un élan novateur et même avant-gardiste, d'un institut d'études africaines et d'une école des arts de la scène. Puis s'ouvrent des années difficiles, où la devise du pays, Freedom and Justice, est mise à mal, d'abord par l'exercice autoritaire du pouvoir de Kwame Nkrumah, puis par une succession de coups d'État qui ne laissent guère de chance aux démocrates. Notons cependant que durant presque 3 décennies d'instabilité politique et de régimes autoritaires, les mobilisations pour la liberté d'expression, pour le retour à une vie démocratique régulière et pour la justice n'ont jamais cessé. Elles finissent par porter leurs fruits dans la dernière décennie du XXe siècle. Depuis une trentaine d'années désormais, on assiste au Ghana à une alternance politique dont la régularité, tous les 8 ans, est littéralement métronomique. Au gouvernement se succèdent 2 grands partis depuis 1992, au point que le Ghana est considéré au niveau international comme un modèle de démocratie représentative en Afrique. Le Ghana démontre par l'exemple qu'il est possible de concilier stabilité et démocratie, une alliance que beaucoup de pays lui envient. Cet attachement à la liberté est l'une des valeurs partagées entre la France et le Ghana. Leurs relations remontent fort loin dans le temps, puisqu'à la fin du XVIIe siècle, on parlait en France du royaume d'Eguafo, situé sur la côte de l'Or, en le qualifiant de « royaume au cœur françois ». Pourtant, ce n'est pas la France, mais bien le Royaume-Uni qui colonise cette région à la fin du XIXe siècle. De sorte qu'à l'indépendance, il n'y a pas, entre les 2 pays, de passé colonial à apurer, aucune ardoise à effacer. Ceci constitue une immense chance pour les relations bilatérales, qui s'inscrivent d'emblée dans un rapport d'égalité et qui n'ont cessé de se renforcer depuis la fin des années 1950. Elles sont aujourd'hui assez intenses pour justifier l'instauration récente de liaisons aériennes directes entre la France et le Ghana. Ces relations s'articulent autour de la francophonie, le français étant la langue étrangère obligatoire dans le système scolaire ghanéen, et aussi de relations culturelles dynamiques, dont témoigne par exemple l'activité de l'Alliance française à Accra, qui soutient la création culturelle ghanéenne. J'ai pu œuvrer pour ma part au rapprochement entre archivistes ghanéens et français à l'occasion d'un échange organisé en 2003. Et j'ai l'espoir, dans le cadre de Una Europa, qui a été mentionnée par Christine Leduc il y a quelques minutes, d'intensifier les relations entre Paris 1 et d'autres universités ghanéennes, notamment l'université de Legon, par exemple grâce à un doctorat en co-tutelle prévu dans un futur proche et financé par le European Research Council dans le cadre d'un programme ERC sur l'histoire du Ghana, programme dont je suis l'un des membres. On ne peut qu'appeler de ses vœux des collaborations variées et croissantes entre les 2 pays, car l'un et l'autre ont fort à faire pour défendre leurs valeurs communes. Et dans le contexte mondial actuel, de crise économique, de montée de l'intolérance et des fondamentalismes, de montée des périls divers, auxquels font face mutatis mutandis la France comme le Ghana, aucune bonne volonté ne sera de trop pour que Freedom and Justice au Ghana et liberté, égalité, fraternité en France ne soient pas de vains mots. Je vous remercie pour votre attention. C'est maintenant Monsieur François Chausson, historien et professeur d'université, vice-président chargé de la culture, du rayonnement scientifique et du lien entre science et société à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va maintenant prononcer l'éloge de son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, après l'éloge de l'État, voici l'éloge du chef d'État. Il est inévitable d'être impressionné par la vie et le parcours de votre Excellence.
Le genre rhétorique de l'éloge devient, en pareil cas, un recours pour les décrire. Dès la naissance de l'éloge dans la culture grecque et romaine, la biographie a eu partie liée avec l'éloge. Écrire une biographie consiste à raconter une existence en la séquençant par rubriques, famille, naissance, éducation, carrière et action politique, accès au pouvoir, réalisation dans divers domaines, etc. L'éloge s'aligne sur ces rubriques biographiques et a pour caractéristique d'être prononcé dans des circonstances officielles devant le récipiendaire. Nous y sommes, et il revient à l'université de brosser le profil d'une action politique qu'elle tient à saluer au nom des valeurs que cette même action porte haut depuis des décennies. Toutefois, la matière en est si riche qu'il ne saurait être question de l'embrasser toute. Les catégories commodes de la biographie permettront de résumer votre action et d'en marquer les jalons les plus significatifs. Il a été difficile de ne pas tout retenir. Il faut espérer que le modèle ne sera pas déçu par la palette du peintre. À l'évidence, le droit fournit à cette vie une solide armature. Le droit comme discipline académique, science, art et pratique au service de la justice, conçu non pas comme un idéal, mais comme un terrain d'action sous des formes multiples, comme par exemple aussi l'économie ou la libre parole. Né en 1944, son Excellence Nana Akufo-Addo ne manqua pas d'exemples dans sa famille et dans son pays. Parmi les pères fondateurs du Ghana, les héroïques Big Six à peine mentionnés, son Excellence compte 3 proches parents déjà énumérés par ma collègue, son grand-oncle, son oncle maternel et son père, Edward Akufo-Addo, qui devint ensuite président de la Cour suprême du Ghana, puis de 1970 à 1972, le président de la République. Au milieu de ces exemples familiaux, son Excellence a grandi dans un pays qui conquérait sa liberté et sa démocratie par l'indépendance dès 1957 et la proclamation de la République en 1960. Né dans une famille de juristes éminents, ayant reçu sa formation dans le secondaire au Ghana puis en Angleterre, Nana Akufo-Addo s'est tournée vers le droit et l'économie, en les étudiant également au Ghana et en Angleterre, inscrit ultérieurement au barreau des 2 pays. La rubrique suivante est celle des débuts professionnels. 5 années passées comme juriste dans une succursale française d'une firme new-yorkaise ancrent Nana Akufo-Addo à la fois dans le monde des affaires internationales et dans la francophonie et la vie en France. La carrière juridique se poursuit à travers la fondation d'un des plus grands cabinets d'avocats du Ghana, dans lequel ont fait leurs armes des très grands noms du barreau ghanéen, élus politiques, procureurs généraux, ministres de la Justice. La lutte sociale est inséparable de l'activité juridique. Son Excellence a été le premier président du Comité ghanéen des droits de l'homme et des peuples. Il est réputé avoir porté assistance juridique gratuitement aux pauvres. Il a lutté pour protéger l'indépendance du juridique, l'accès équitable de tous les partis aux médias dont l'État est propriétaire, le droit des citoyens de manifester sans autorisation de la police. De là, on passe directement au lien étroit tissé entre action politique et lutte. Secrétaire général du Mouvement populaire pour la liberté et la justice, vous avez été l'un des principaux acteurs en 1978 d'une campagne de non à la mise en place d'un État militaire fondé sur un parti unique. Campagne qui a abouti à la chute du gouvernement militaire et à la restauration d'une démocratie multipartie. Les menaces sur votre vie étaient alors telles que vous avez dû brièvement quitter le Ghana, mais sans renoncer à l'action sur les ondes de la BBC, militant pour le retour de la démocratie. À partir des années 1990, votre action sur le terrain, en référence puis en soutien de grandes figures de la démocratie ghanéenne, a fait de vous un des fers de lance de la reconquête démocratique. Les antennes locales de votre action ont jeté les fondations du nouveau parti patriotique, NPP, dont vous avez été le premier coordinateur national et qui, de 1992 à 2001, a été l'organe principal de la réimplantation de la démocratie jusqu'à l'élection de John Kufuor. Cette élection fut aussi préparée préalablement par votre action essentielle dans le mouvement Kume Preko, Tuez-moi maintenant, mobilisant des millions de Ghanéens en 1995 pour protester contre les rudes conditions économiques. Pour vous, la démocratie
action vivante ressentie depuis la base de la société, a représenté une lutte et un bien à défendre et à conquérir avant de devenir une pratique. Cette construction démocratique, vous l'avez vécue ensuite à travers les mandats et les responsabilités qui vous échoient à partir de l'élection de John Kufuor en 2001 et qui constituent la rubrique qui s'ouvre. Il convient de rappeler que de 1996 à 2008, vous avez été 3 fois élu député de votre chère région de l'Est du Ghana. Pendant le gouvernement Kufuor, vous avez été de 2001 à 2003 procureur général et ministre de la Justice. Vous avez alors aboli la loi sur la diffamation criminelle qui muselait les médias et la libre parole. Et vous avez libéré la libre expression bien connue dans les médias ghanéens. De 2003 à 2007, ministre des Affaires étrangères, vous avez fait œuvre de paix au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont vous avez présidé le Conseil de médiation et de sécurité, en travaillant avec succès au rétablissement de la paix dans divers pays voisins. De 2004 à 2007, vous avez contribué à donner au Ghana une place éminente au sein du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, dont vous avez aussi présidé le Conseil exécutif. Votre rôle de ministre a également mené le Ghana à des positions particulièrement illustres dans divers conseils de l'ONU. Et en août 2006, vous avez présidé la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, où la fin des incursions massives d'Israël au Liban a été votée. Votre action, de 2007 à 2016, est aussi celle de la défense des idéaux démocratiques lors des élections. Vous avez été constamment adoubé, avec un succès de plus en plus éclatant, comme candidat du NPP lors des échéances présidentielles de 2008, 2012 et 2016. En 2008, votre compétiteur n'a été élu qu'avec une très faible avance. En 2012, l'élection fut contestée et la Cour suprême trancha d'une voix seulement en faveur de votre compétiteur. Malgré la contestation sociale, vous avez exprimé votre attachement au processus démocratique. Vous savez le poids humain et moral que les troubles civils font peser sur un peuple et vous avez contribué à la stabilité du pays après des décennies où le coup d'État pouvait menacer. En 2014, vous êtes président de la commission d'observation du Commonwealth lors des élections en Afrique du Sud et c'est au lendemain de cette mission que vous vous portez candidat à la présidence du Ghana. Après une campagne économique et sociale, vous êtes confortablement élu en 2016 contre le président sortant et même réélu dès le premier tour en 2020, toujours face à l'ancien président. Votre parti puis votre peuple apprécient votre politique et vous renouvelle une confiance toujours accrue. Votre action de président, c'est le présent. En 2017, au début de votre premier mandat, vous œuvrez pour que l'enseignement secondaire soit gratuit pour tous les Ghanéens. Vous avez obtenu des résultats de croissance économique très enviables lors des 3 premières années de votre premier mandat. En septembre 2020, vous devenez président de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez su répondre aux enjeux de la crise sanitaire de la Covid-19 par le dispositif COVAX, où le Ghana et son voisin ivoirien ont joué un rôle pionnier sous votre égide. Comme il a été dit, vous avez été le premier vacciné au monde par ce dispositif. La paix, c'est aussi les défis du présent. Pour 2 ans, 2022 à 2023, le Ghana a reçu un mandat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en une période bien tendue. Votre action à l'heure actuelle, au Ghana et ailleurs, est multiple. Éducation, toujours, sécurité, paix, environnement, santé et bien d'autres enjeux contemporains. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne connaît votre action envers la francophonie et envers l'enseignement supérieur et la recherche. Nous ne pouvions dans notre maison qu'être sensibles devant un parcours politique impressionnant donc, mais qui ce soir n'est restitué qu'à grands traits. Homme de droit, homme de paix, homme de diffusion des savoirs et de l'accès aux savoirs, homme de progrès économique et social, c'est à tous ces titres que nous avons tenu à accomplir cette cérémonie. Raconter votre vie, c'est immanquablement faire votre éloge. Décrire votre action, c'est rappeler des valeurs qui sont pratiquées, qui existent chez vous en actes. Votre Excellence, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est heureuse et honorée de vous compter parmi ses docteurs, le plus haut diplôme étant ici à la hauteur du plus haut exemple. Je vous remercie.
Madame la professeure Christine Leduc, présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, va maintenant remettre les insignes du doctorat honoris causa à son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour la remise des insignes de docteur honoris causa à son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Madame le secrétaire d'État, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Madame le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers étudiants, chers amis, c'est pour moi, vous l'imaginez, un très grand honneur et une très grande émotion de me trouver ici devant vous, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, l'une des plus vieilles et des plus prestigieuses universités au monde. Honneur, car être ainsi distingué dans ce qui est l'un des foyers intellectuels de la France d'hier et de toujours, m'inscrit dans une lignée qui m'oblige. De Pablo Picasso à mon illustre compatriote Kofi Annan, de Martin Saint à Nelson Mandela, la liste de ceux à qui vous avez réservé cette marque d'estime m'emplit d'humilité. Tout comme me touche beaucoup, que mon cher ami, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, ait souhaité se faire représenter à cette cérémonie par Madame le secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Chrisouzoula Zakarapoulou. Émotion, car jeune avocat, j'ai vécu loin d'ici, 5 rue Laplace, en face de l'ancienne école polytechnique, derrière la place du Panthéon. 5 années qui ont beaucoup compté dans ma formation de juriste, d'homme et d'homme d'État. Il est de notoriété publique, et cela m'est d'ailleurs parfois reproché, car ce n'est pas toujours à la mode en Afrique que j'aime la France. En citant un grand homme à qui votre pays doit tant,
le général de Gaulle. Je peux même dire avec lui que toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Les sentiments me l'inspirent autant que la raison. Dans ces murs, à l'abri desquels repose un autre grand homme, le cardinal de Richelieu, héros de la grande et de la petite histoire de France. Je suis donc heureux, à mon tour, de proclamer sans hésiter l'amour qui m'inspire votre vieux et grand pays. Ce dernier occupe une place à part dans l'histoire du monde. Cela ne l'exonère ni de ses erreurs, ni de ses fautes, ni de ses crimes. Mais si la France a occupé et occupe encore cette place spéciale dans le cœur de tant d'hommes et de femmes épris de liberté sur tous les continents, c'est qu'elle a su, quand il le fallait, porter haut le flambeau de certaines valeurs qui comptent particulièrement aux yeux de l'homme de loi et l'homme d'État qui je suis. La liberté, bien sûr, mais aussi la richesse de la justice. Avant d'embrasser une carrière politique, j'ai été avocat. Quand on a été avocat, on le reste toujours un peu. Je ne suis pas ici pour plaider, bien sûr, mais permettez que dans un sentiment de gratitude et d'admiration pour ce que fut et encore la France, pour ce que vous incarnez, vous, professeurs et étudiants, que plus que bien d'autres, avez le devoir de faire vivre ce qui la distingue parmi les autres nations. Permettez donc que je vous dise quelle est pour moi cette idée de justice. J'ai assisté il y a tout juste un mois à Rotterdam, aux Pays-Bas, au sommet pour le financement de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Sommet préparatoire à la COP27 qui se tiendra le mois prochain en Égypte. L'Afrique, vous le savez, ne contribue qu'à hauteur de 3 à 4% à la production mondiale d'émissions de gaz à effet de serre. Mais elle est la région du monde où les conséquences de ceci se font sentir le plus lourdement. Le sommet pour l'adaptation avait pour mission, en amont de la conférence des parties, de mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 2025 pour atténuer les conséquences du changement climatique en matière de sécurité alimentaire, d'infrastructures résilientes, de création des emplois adaptés et de finances vertes. L'Afrique, je vous le rappelle, compte 1,3 milliard d'habitants, soit près de 18% de la population mondiale. En 2050, nous serons 2,5 milliards. Si la France avait connu entre les années 60 et maintenant le même développement démographique que mon pays, le Ghana, votre pays aurait aujourd'hui 225 millions d'habitants, dont plusieurs dizaines de millions de migrants. C'est sur le continent africain que se joue pour une grande part l'avenir du monde. En tout cas, l'avenir de l'Europe et celui de la France. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Et comme vous dites en français, les faits sont têtus. 25 milliards en 3 ans
pour l'adaptation au changement climatique de l'ensemble de l'Afrique, c'est environ 5 fois le coût annuel des transports sanitaires en France. C'est beaucoup, certes, mais c'est dérisoire. Eh bien, si dérisoire que cela fut, alors que les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions, l'Afrique est répartie de Rotterdam avec des promesses d'engagement à l'auteur de 55 millions de dollars, en dehors de l'engagement de la Banque africaine de développement de mobiliser 12,5 milliards. Vous avez bien entendu, je parle bien de millions. 55 millions pour 54 pays. Cela fait un compte presque rond, 1 million chacun. On aurait pu espérer que la communauté internationale aurait démontré une plus grande solidarité avec le continent africain, alors que celui-ci subit les conséquences des problèmes qu'il n'a pas créés. Cela n'est pas juste. Cela n'est pas équitable. L'équité, ce n'est pas un principe lié à la richesse ou à la pauvreté d'une société. Appliquer le principe d'équité, ce n'est pas donner. C'est refuser de prendre un avantage qui ne vous appartient pas. Cela n'a rien à voir avec la charité. Cela n'a rien à voir avec l'action humanitaire. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la coopération. En 2017, pour mon premier discours de chef d'État devant l'Assemblée générale des Nations unies, j'avais souligné que nous voulons construire des économies qui ne dépendent pas de la charité ou de l'assistanat, car de longues et amères expériences nous ont appris que quelle que soit la générosité de la charité, nous resterions pauvres. Un exemple, comme celui que je viens de vous donner, n'est qu'un exemple d'une longue liste. L'équité est liée au principe même de justice. Et une société qui n'a pas le sens de la justice sociale et juridique ne deviendra jamais une société de l'équité. Pour bâtir une vraie société, il faut qu'il y ait justice. C'est vrai au Ghana, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai partout. De tout temps et en tout lieu, la question de la justice a été centrale au développement et à l'harmonie des sociétés comme au rapport entre les peuples et les nations. J'ajoute que la justice, ce n'est pas seulement régler les rapports des hommes entre eux, c'est aussi régler les rapports entre toutes les entités qui composent notre univers. Le rapport de l'homme au règne animal, à son environnement, à la terre qui nous porte, à l'océan qui nous nourrit et nous inspire. Nous devons reconnaître ce que nous devons à nos ancêtres, ce que nous devons léguer à nos enfants. De ce point de vue, ma génération a commis de grandes erreurs que les générations actuelles doivent réparer. Nous étions tellement obsédés par le progrès que nous avons parfois négligé la justice. Et pourtant, celle-ci est un principe de régulation, d'équilibre et de partage sans laquelle nos sociétés sont condamnées au déclin. Elle est aussi un principe de dignité
sans le respect de laquelle il est impossible à tout individu d'être en paix avec lui-même et avec l'environnement dans lequel il évolue. C'est vrai d'abord au sein de chacune de nos sociétés. Permettez que je dise ici un mot de l'Afrique. Nous avons, nous, dirigeants africains, le devoir vis-à-vis de nos populations de bâtir avec elles des sociétés plus justes, des sociétés où chacun puisse vivre dignement des fruits de son travail, des sociétés où les femmes et les enfants, mais aussi les plus fragiles, soient traités convenablement, des sociétés où chacun, quels que soient ses revenus, ses croyances ou ses origines ethniques, puisse avoir un accès équitable et garanti aux biens indispensables au développement de tout individu, comme dans la société dans son ensemble. Accès à une eau, une alimentation et des soins de qualité, accès à l'énergie, accès à l'éducation, accès pour tout dire à la vie décente à laquelle peut et doit aspirer tout être libre. Je suis de ce point de vue très fier que le Ghana ait mis en place une politique de gratuité de lycées publics pendant mon premier mandat. Elle est un symbole pour nous de la place centrale que l'éducation doit tenir dans l'épanouissement des sociétés et la formation des citoyens éclairés à même d'y prendre toute leur place. Chers étudiants de la Sorbonne, qui avaient le privilège d'étudier pour une somme modique, là où tous de grands esprits ont enseigné ou étudié, soyons conscients de ces privilèges. Ne les perdez pas en des vains polémiques, des petits querelles. Ne sacrifiez pas à la médiocrité. Vous inscrivez vos pas dans ceux de Ignace de Loyola, de Erasme, de Calvin, de Théa de Chardin, dans ceux de Bergson et Jankélévitch, dans ceux de Marie et de Pierre Curie, dans ceux de Claude Lévi-Strauss, dans ceux de président Cardoso, dans ceux d'Élise Wiesel. C'est une chance. Celle-ci vous confère un devoir, celui d'être vous aussi des éveilleurs de conscience, des transmetteurs de savoir, celui d'aborder la vie et le monde avec un esprit ouvert, sans jeter l'anathème sur quiconque, sans croire que vous et vous seuls incarnez la vérité, que vous voyez des choses qui seraient cachées à des autres. La liberté de conscience et d'expression, la recherche du bon et du beau, l'idée de la justice, donc de la mesure, ne sont pas négociables. Toutes sont enracinées dans un quête universel de liberté. Et si, j'en suis convaincu, chaque peuple, chaque culture a une manière unique d'être au monde. Ce qui nous rassemble, c'est notre commune humanité. Celle-ci doit transcender nos divergences culturelles, idéologiques ou religieuses. L'idée de la justice ne se négocie pas, car seule une société juste est une société stable. Par définition, une société injuste ne peut mener qu'au chaos. C'est vrai, des rapports entre les individus comme des rapports entre nations ou entre États. Il nous faut enfin réformer le système multilatéral
qui prend eau de toutes parts. Le monde de 2022 et encore moins celui de 2050 n'est pas le monde de 1945. La crise des institutions financières multilatérales et du système des Nations Unies qui sont nées des décombres de la Deuxième Guerre mondiale est une crise profonde. Elle perdurera tant qu'un système équitable ne sera pas mis en place. Un système qui reflète les nouveaux équilibres basés non plus sur qui a gagné ou perdu la Deuxième Guerre mondiale, mais sur les grands équilibres présents et à venir. Ces équilibres doivent prendre en compte les réalités nouvelles comme les dynamiques démographiques ou l'accès aux ressources dans un contexte de raréfaction. Disons les choses simplement, que les rapports internationaux soient des rapports d'intérêt, de domination et de force, c'est la nature des choses. Et il faudrait être bien naïf ou hypocrite pour prétendre qu'il en soit autrement. Mais le paternalisme, la condescendance, le mépris ne sont plus tolérables. La situation actuelle engendre beaucoup de frustration, d'amertume, de colère. Celles-ci se traduisent par une désaffection croissante des populations africaines à l'égard des pays occidentaux, notamment des anciennes puissances coloniales, dont la France. Je ne suis pas de ceux qui s'en réjouissent, car je crois viscéralement aux vertus de la démocratie. Jamais, je dis bien jamais, un régime autoritaire n'a fait le bonheur des peuples. Je crois ici bon de rappeler que mon pays, modèle de démocratie et de stabilité dans l'Afrique contemporaine, condamne fermement l'inacceptable agression de l'Ukraine par la Russie. Elle mène le monde au bord du précipice, a des conséquences dramatiques sur les économies et les populations africaines. Le Ghana, premier pays d'Afrique subsaharienne à conquérir son indépendance et s'est être affranchi du joug colonial, dans son cas le joug britannique, a depuis toujours défendu une vision du monde libre de toute pratique hégémonique, dans laquelle toutes les nations, grandes ou petites, coexistent pacifiquement, en qualité, en équité et dans le respect mutuel. Une vision selon laquelle les différences entre pays sont réglées par le dialogue et la négociation, et non par la force et la violence. Chers amis, alors que nos sociétés deviennent de plus en plus complexes, le besoin d'équité n'a jamais été aussi impératif et urgent. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. L'équité est un devoir. Notre monde est traversé par de profondes lignes de fractures en proie d'importants déséquilibres. Un peu partout, la montée de frustration s'accompagne de la résurgence de formes anciennes ou l'émergence de formes nouvelles de violence. L'alternative à un monde livré au pillage, à l'arbitraire et cette violence, c'est un monde régi par le droit et guidé par l'esprit de justice. Nous sommes au bord de grands désastres.
C'est, hélas, la pente du monde. Je ne m'y résous pas. Les inéluctables et l'autre nom de l'abandon. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national du Ghana, suivi de l'hymne national de la France.